Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre R2 qui est consacré à la cinétique des réactions d'oxydoréduction. Après avoir étudié les courbes intensité potentielle et donc montré que qu'une électrode soumise à un potentiel différent de son potentiel d'équilibre va alors être le siège d'une oxydation ou d'une réduction, on va s'intéresser à la cinétique des transformations électrochimiques spontanées, c'est-à-dire sans imposer à l'électrode un potentiel. Intéressons-nous au cadre de cette étude. On va considérer une réaction électrochimique, donc une réaction qui se fait en présence d'une phase solide qui sert soit de réactif, soit de catalyseur, mais dans tous les cas, il y a un transfert électronique via un conducteur solide. Les réactions que l'on va considérer seront thermodynamiquement favorables, c'est-à-dire que le blocage ne sera pas thermodynamique. Ces réactions pourront alors être soit rapides, soit lentes, soit même cinétiquement bloquées. Et ce qui nous permettra d'expliquer ces différences de cinétique, ce seront les courbes intensité potentielle. Il va donc falloir que je vous présente la notion de potentiel mixte, et pour cela, vous expliquer dans quel cadre on obtient ce type de potentiel. On considère un système qui contient plusieurs espèces électroactives au contact d'un conducteur métallique. Et on va chercher à savoir si une réaction redox suffisamment rapide pour être perceptible peut se dérouler au contact de ce conducteur. Prenons un exemple concret. Si on plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre 2 à 1 mol par litre, dans l'acide sulfurique à un pH nul, on constate alors qu'immédiatement, la lame de zinc se recouvre de cuivre. Puis la couleur de la solution s'estompe, et ce de plus en plus lentement. Aucun dégagement gazeux notable n'est observé, ce qui exclut toute intervention des couples redox de l'eau, puisque si on avait une réduction de l'eau, il y aurait dégagement de dihydrogène, ou si on avait une oxydation de l'eau, on aurait un dégagement de dioxygène. Les données sont les suivantes. Le potentiel standard du couple C2 plus Cu de 0,34 volts, tandis que le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn est de moins 0,76 volts. On constate alors qu'entre les ions Cu2+, et le zinc, il y a un gamma direct avec une différence de potentiel standard suffisamment importante pour considérer que cette réaction est a priori quantitative. Pour ce qui est du couple Zn2 plus Zn, on nous précise que c'est un couple rapide sur le zinc. Pour ce qui est du couple Cu2 plus Cu, on nous précise une surtension cathodique à vide du couple sur le zinc, c'est-à-dire une surtension cathodique à vide de moins 0,1 V. On représente alors les courbes intensité potentielle de ces couples de manière à chercher à interpréter les observations réalisées. Je commence par positionner la branche anodique correspondant à l'oxydation du zinc en Zn2+. Ici, j'ai fait une approximation. Étant donné que je n'ai pas de Zn2+, en solution, que je n'ai donc pas de concentration à Zn2+, et donc que je suis dans l'incapacité de calculer un potentiel d'équilibre, j'ai choisi artificiellement de placer ce EEC à la valeur du euron du couple. Évidemment, ce EEC est plus ou moins à cette valeur-là. C'est un couple rapide, donc dès que je passe au-dessus de la valeur de ce EEC, j'ai oxydation du zinc en Zn2+. En ce qui concerne le couple du cuivre, le potentiel standard est de moins 0,34 volts et la concentration au C2+, est de 1 mol par litre, ce qui veut donc dire que le potentiel d'équilibre est vraiment égal au euron du couple. Je positionne donc les 0,34 volts et étant donné que je n'ai pas de surtension anodique à vide, eh bien, dès que je passe au-dessus des 0,34 volts, j'ai une oxydation du cuivre en Cu2+. Par contre, quand je descends en dessous des 0,34 volts, je dois vaincre la surtension cathodique à vide avant de pouvoir observer la réduction des Cu2+ en Cu. J'observe donc cette réduction en dessous de 0,24 volts. Je constate ensuite que je dois mettre un palier de diffusion pour cette réduction, étant donné que les ions Cu2+, doivent diffuser
jusqu'à la surface de l'électrode pour réagir et que la vitesse de diffusion va atteindre une certaine limite. Je vais donc avoir deux phénomènes qui vont se produire de manière simultanée. Une oxydation du zinc en Zn2+, ce qui libère au niveau de l'électrode 2 électrons, et une réduction des Cu2+, en Cu, ce qui consomme au niveau de l'électrode 2 électrons. Au niveau de l'électrode, il pourra donc y avoir un échange entre ces deux espèces de 2 électrons. Évidemment, les électrons ne peuvent pas s'accumuler au niveau de l'électrode, ce qui veut dire que si l'oxydation du zinc en Zn2+, a lieu à une certaine vitesse, libère des électrons à une certaine vitesse, ils devront être consommés à la même vitesse par les Cu2+, qui se réduiront en Cu. Il faut donc avoir la même intensité, ici considérée comme intensité anodique, et que l'intensité cathodique que l'on constate ici, en tout cas en valeur absolue. C'est-à-dire qu'en clair, la vitesse à laquelle sont libérés les électrons par l'oxydation du zinc doit être identique à la vitesse à laquelle sont consommés les électrons par la réduction des Cu2+. Automatiquement, la lame de zinc va donc prendre un potentiel bien défini qui va correspondre finalement à cette égalité. Ce potentiel ne peut pas se situer ici, puisque sinon les électrons ici seraient libérés beaucoup moins vite que ne sont consommés les électrons au niveau du cuivre. Elle ne peut pas être ici, puisqu'ici j'aurai une libération d'électrons très rapide et une consommation d'électrons plus lente. Non, le potentiel ne peut être qu'ici, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement, qui est le seul potentiel pour lequel l'intensité ici anodique est égale à l'intensité ici cathodique en valeur absolue. C'est le seul point possible, on l'appelle le point de fonctionnement, on l'appelle aussi le potentiel mixte. Le potentiel mixte est donc défini de la manière suivante. Il s'agit du point de fonctionnement du système, c'est-à-dire le potentiel pris par l'électrode en présence de deux systèmes, OX1 RED 1 et OX2 RED 2, pour que I soit nul, le I global, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir d'accumulation d'électrons puisque l'électrode n'est reliée à aucun système électrique. Les électrons qui sont consommés doivent être produits de manière simultanée. Ainsi, l'électrode est simultanément le lieu d'une oxydation, oxydation de RED 1, ici oxydation dans l'exemple du zinc, et d'une réduction de OX2, ici dans l'exemple réduction des Cu2+. Mais le courant anodique lié au couple 1 doit être égal au courant cathodique lié au couple 2 en valeur absolue. Évidemment, plus l'intensité IA est grande, plus la réaction qui se produit est rapide. Quand je dis plus IA1 est grand, c'est aussi plus IC2 en valeur absolue est grand. Ici, on constate donc que les valeurs de IA, ici IA, et ici IC en valeur absolue sont relativement grandes, donc la réaction est rapide. Alors pourquoi observe-t-on le fait que la décoloration va se faire de plus en plus lentement? Eh bien, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est qu'à fur et à mesure que va se déposer du cuivre sur la lame de zinc, il y aura de moins en moins de surface de zinc qui sera en contact avec des ions Cu2+. La situation limite est même celle où la lame de zinc sera entièrement recouverte de cuivre, et à ce moment-là, je n'aurai plus de zinc en contact du cuivre, je n'aurai plus que ce système-là, et ce système-là, il n'y a aucune réaction spontanée qui se déroule entre du cuivre et des Cu2+. On peut alors passer à l'étude générale des transformations redox spontanées. Attention, dans cette petite introduction, il y a un désaccord entre ce qui est écrit ici et les schémas qui sont ici. Je vais donc oralement corriger cette partie ici à l'écrit. On suppose qu'on met en contact avec un conducteur deux espèces électroactives qui sont OX1 et
RED 2, avec un potentiel E2 suivant Nernst qui est inférieur au potentiel E1 suivant Nernst. D'un point de vue thermodynamique, cette comparaison entre les potentiels va permettre d'affirmer que la réaction est une réaction spontanée puisqu'on a bien l'oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort. Mais de manière à savoir s'il y a ou pas réaction, il faudra aussi considérer l'aspect cinétique de ces transformations. On peut alors avoir plusieurs cas de figure. Le premier ressemble à celui qu'on vient d'étudier précédemment. On a bien E2 inférieur à E1, une réaction qui thermodynamiquement est favorisée, et on cherche quel potentiel va prendre l'électrode dans ces conditions. L'électrode va prendre un potentiel mixte tel que IC en valeur absolue soit égal à IA. Et on constatera que pour ce faire, le IA et le IC seront grands en valeur absolue. La réaction redox sera donc rapide. Si je passe au deuxième cas, cette fois-ci, contrairement à ici, où on avait deux couples rapides, on a un couple rapide, un système rapide, et ici, un système lent. Étant donné le système lent, il se trouve que pour avoir le potentiel mixte, qui va correspondre à IA égale moins IC, eh bien on se retrouve avec un IA et un IC qui sont relativement petits en valeur absolue. La réaction va donc être lente. Enfin, dans le dernier cas, nous avons toujours un E2 inférieur au E1, donc une réaction qui est spontanée d'un point de vue thermodynamique, mais les deux couples étant lents, on constate que pour avoir un potentiel mixte, on se retrouve avec des courants anodiques et cathodiques qui sont quasi nuls. La réaction est donc considérée comme cinétiquement bloquée. Elle est thermodynamiquement favorable, mais on ne va pas l'observer. On peut donc revenir sur l'expérience du cours. Expérience du cours qui au départ consistait à plonger une plaque de plomb dans une solution qui est une solution contenant des ions H+ en concentration importante. Et on constate qu'on a ici le plomb et la courbe ici H+ qui donne H2 sur le plomb, qui sont telles que on aura un blocage d'un point de vue cinétique. Oui, normalement, le potentiel à l'équilibre du couple H+ H2 se situe ici, mais la surtension cathodique importante fait que finalement, eh bien, on se retrouvera dans une réaction qui sera cinétiquement bloquée. Par contre, si on vient mettre du platine en contact avec le plomb, on permet alors au couple H+ H2 de devenir un couple rapide sur du platine. On va donc avoir une branche ici cathodique, telle que on pourra avoir un potentiel mixte, tel que là, le courant ici cathodique et le courant anodique ici pourront être relativement importants, ce qui permettra à la réaction d'avoir lieu. D'un côté, sur le plomb, l'oxydation du Pb en Pb2+, de l'autre côté, sur le platine, la réduction des ions H+ en H2. En conclusion, une réaction thermodynamiquement défavorable ne pourra pas être réalisée grâce à la cinétique. Un blocage thermodynamique est insurmontable. Par contre, une réaction thermodynamiquement favorable pourra être bloquée cinétiquement. Il faut donc comprendre qu'une réaction, pour être spontanée, devra présenter à la fois une thermodynamique et une cinétique favorable.